Merci de nous suivre pour ce forum du patrimoine ici depuis le Salon international du patrimoine culturel 30e édition. C'est un plaisir de partager et d'explorer les métiers du patrimoine et tous les acteurs d'ailleurs qui contribuent à le valoriser. On va s'attarder désormais justement sur les indications géographiques, ces labels qui permettent d'identifier un produit. Vous avez sans doute déjà vu du fromage avec une indication géographique protégée, mais également aujourd'hui, eh bien, on s'intéresse à ces indications géographiques autour justement des produits artisanaux et industriels. Ça a tendance à se développer et on va explorer justement cela avec vous, Fabrice Descombes. Merci d'être avec nous sur ce forum du patrimoine. Alors, vous êtes président des ateliers Pierre de Bourgogne à Dijon, également de FIGIA, la Fédération française des indications géographiques industrielles et artisanales. Et puis, vous avez un troisième titre également, président de l'association des Pierres de Bourgogne. Beaucoup de choses qu'on va explorer avec vous autour de ces différentes casquettes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps justement ce qu'est exactement une indication géographique et pourquoi justement elle représente un enjeu majeur pour les métiers d'art? Une indication géographique, c'est un droit de propriété intellectuelle qui est encadré par l'État et au 1er décembre 2025 par l'Union européenne, qui garantit l'origine d'un produit et qui apporte également une reconnaissance de savoir-faire ou de patrimoine lié à un territoire. Ça fait combien de temps justement qu'on peut avoir une indication géographique pour un savoir-faire lié à un territoire? Les indications géographiques ont été mises en place par la loi Hamon, donc en 2013, qui était une loi dite consommation et qui garantissait de protéger le consommateur dans son acte d'achat. Donc depuis 2013, on peut avoir effectivement des indications géographiques. La première a été homologuée en décembre 2016, c'est le siège de l'IFOL. Et depuis, nous en sommes à 24 indications géographiques homologuées en France. Et quelles sont justement les conditions pour obtenir une indication géographique artisanale ou industrielle d'ailleurs? Exactement. On peut avoir effectivement des indications géographiques de type industriel ou de type totalement artisanal, comme la botte gardienne dans le sud de la France. Pour obtenir une indication géographique, il faut d'abord un collectif, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'une filière d'opérateurs, de producteurs qui vont se fédérer et qui vont avoir l'idée de demander un signe donc de qualité, indication géographique. Ensuite, il faut établir un cahier des charges qui est donc lié à la loi, c'est-à-dire qu'on a 12 points à remplir. Il faut établir un plan de contrôle, car effectivement, une indication géographique est contrôlée. Elle est auditée tous les ans, 2 ou 3 ans, suivant la fréquence. Et puis, ensuite, il faut déposer l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui va instruire le dossier et homologuer à l'issue ou pas une indication géographique. Et quelle est la différence justement entre une indication géographique et d'autres reconnaissances comme les AOP, les appellations d'origine contrôlée, ou les EPV, les entreprises du patrimoine vivant? Alors, l'AOC et l'indication géographique des produits industriels, c'est la même chose. Tous les deux, ce sont des signes de qualité officiels, c'est des labels d'État qui sont, alors pour les AOC et AOP, ce sont des produits alimentaires, agroalimentaires, fromage, vin, charcuterie. Et pour les produits donc IGP, c'est des produits industriels artisanaux non consommables. Et la différence avec EPV, c'est que EPV, effectivement, c'est un label d'État également. Il n'y en a que 2 en France pour les produits non agricoles. Les EPV, ça reconnaît un savoir-faire, mais ça ne protège pas un produit. L'IG, elle le protège un produit, c'est-à-dire que c'est un produit fini, terminé, prêt à être acheté par un consommateur. Et ça protège aussi finalement une identité territoriale. C'est très 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 souvent le cas. Effectivement, les IG sont liés à des territoires emblématiques. On a la porcelaine de Limoges, on a le grenat de Perpignan, le couteau de l'Aïeul, les granites de Bretagne, les charentaises de Charente-Périgord. C'est toujours lié effectivement à un territoire avec un patrimoine culturel, matériel et immatériel qui est nécessaire pour obtenir une indication géographique. Indissociable du produit final, on est d'accord. C'est ancré dans le territoire. On ne peut pas produire ce produit-là dans une autre région parce qu'en fait, il n'y a pas le même environnement. Une IG, c'est non délocalisable. C'est-à-dire qu'une fois que l'homologation a été promulguée par l'INPI, l'IG, elle est liée à un territoire qui est défini dans le cahier des charges. Donc ce n'est pas effectivement un territoire qui est une vue de l'esprit, c'est un territoire qui est lié à un produit, à un savoir-faire et à un patrimoine territorial. Et depuis 2015, donc, il existe la Fédération française des indications géographiques industrielles et artisanales, la FIGIA, comme je le disais tout à l'heure. Vous la représentez. Quels sont les objectifs de cette fédération? Alors, la fédération a été créée, on va dire tout de suite, juste après la loi Hamon. Et au départ, c'était un réseau informel qui est devenu ensuite une association allemande en 1901.
Cette association, elle a plusieurs buts. Le premier, c'est effectivement de fédérer les indications géographiques homologuées ou les porteurs de projets qui réfléchissent. Qui ont envie d'avoir l'homologation. Qui veulent une homologation. Donc, elle est là pour fédérer et apporter des réponses concrètes. Que l'on soit de la porcelaine de Limoges ou des grenades Perpignan qui sont des bijoux, on a la même problématique de protection, on a les mêmes problématiques effectivement de mettre en place une traçabilité pour les produits. Il y a même cahier des charges à respecter, les 12 points que vous évoquez. 12 points, effectivement. Donc, on a effectivement la FIJA, elle est là pour mettre en place un réseau informel qui permet de faire des actions au profit de ses membres, mais elle est également là pour travailler sur du lobbying français et européen pour que effectivement l'ensemble des acteurs des IG françaises soient le mieux représentés. Et vous avez été accompagné pour cette fédération pour la pierre de Bourgogne. Je disais que vous êtes le président de l'association de la pierre de Bourgogne qui a obtenu donc en 2018 son appellation, son indication géographique protégée. Quels bénéfices concrets vous avez observés justement depuis cette reconnaissance ? Alors, pour ce qui nous concerne, on avait un besoin pressant et urgent d'avoir une indication géographique, car c'est un label d'État qui nous garantit une protection juridique maximale. C'est-à-dire qu'on est la même protection que pour je dirais toujours que pour un sac Louis Vuitton. Lorsqu'on fait une contrefaçon d'un sac Vuitton, eh ben, si on contrefait la pierre de Bourgogne, c'est le même. Parce que c'est possible de contrefaire la pierre de Bourgogne. Ah, mais c'est du quotidien. On va dire, si vous allez sur Internet et vous tapez pierre de Bourgogne, vous allez retrouver de tout et n'importe quoi. On a retrouvé du bois, du PVC, du béton, du plastique, de la céramique. Avec cette appellation. En fait, c'est un nom qui est, on va dire, de par sa renommée qui a été acquise au fil du temps, apporte une certaine légitimité au produit. Et indirectement, plus vous êtes légitime et plus vous avez d'histoire, plus vous êtes copié. Concrètement, depuis 2018, là on est en 2025, vous avez vu donc des changements notables. De quelle manière aujourd'hui, en fait, on se dit qu'il y a de moins en moins de contrefaçons autour de la pierre de Bourgogne? Il y en a nettement moins qu'effectivement en 2018. 7 ans plus tard. Pourquoi ça freine celles et ceux qui veulent contrefaire la pierre de Bourgogne? Alors d'une part parce qu'on travaille beaucoup avec des plateformes, notamment que ce soit sur les moteurs de recherche, sur les plateformes de vente en ligne. On essaie effectivement de faire en sorte de leur faire comprendre qu'il existe un signe de qualité avec une protection et qu'ils ont l'obligation de la respecter. C'est-à-dire qu'il y a des moyens juridiques derrière aussi pour restreindre et faire en sorte de contraindre surtout celles et ceux qui ont envie de tenter cette aventure de la contrefaçon. Exactement, on contractualise avec des plateformes de vente en ligne, effectivement, pour leur faire comprendre et pour qu'eux mettent en place des outils pour que le mot pierre de Bourgogne ne soit pas usurpé. Donc au quotidien, c'est quelque chose qui est très prégnant. On est vraiment, depuis 7 ans, on a beaucoup épuré le marché. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques petites, on va dire des petits malins qui essayent de contrefaire, mais on les repère assez facilement. Donc on a une visibilité maximale des vrais acteurs, parce que le but c'est quand même ça. Le but n'est pas d'attaquer pour le plaisir d'attaquer, mais le but est de protéger ceux qui font les vrais produits. Voilà, avec authenticité, respect du patrimoine et d'identité. Est-ce que justement ces indications géographiques peuvent contribuer à redynamiser les territoires ruraux où il y a beaucoup d'artisanat? Une des vertus de la loi Hamon lorsqu'elle a été mise en place, c'était effectivement de protéger le consommateur, mais surtout de redynamiser des territoires ruraux en continuant l'industrialisation qui est déjà présente. Donc les IG, elles permettent, de par leur non-délocalisation, puisqu'on ne peut pas bouger une IG d'un territoire, elles obligent les acteurs à rester sur ce territoire, voire à apporter de nouveaux acteurs. Et quelle place justement occupent les collectivités locales dans le portage des nouveaux acteurs? Alors les collectivités locales sont essentielles. Déjà en amont, avant même l'homologation, on s'est aperçu que dans tous les projets d'IG, une grande majorité sont soutenus par des collectivités. Sans la collectivité, qui est quand même le soutien directement financier, ces petits collectifs n'arriveraient pas forcément à aller au bout. Donc il y a un soutien permanent des élus. Et puis, ils ont aussi à cœur de maintenir une économie sur un territoire. Et l'IG leur permet cela. Donc c'est quelque chose c'est un donnant-donnant. La collectivité permet un financement pour avoir l'homologation. Et l'homologation permet de maintenir sur le territoire l'économie. Quels sont les territoires que vous accompagnez en ce moment pour qu'ils puissent obtenir donc leur indication géographique?
Alors plusieurs, il y en a qui sont historiques, hein, notamment le savant de Marseille qui est depuis peut-être, je dirais, 8 ans, essaie d'avoir son indication géographique. Donc c'est des acteurs que nous accompagnons. Pourquoi ça ne marche pas, par exemple, pour le moment, le savant de Marseille? C'est compliqué parce qu'il faut que le collectif soit suffisamment représentatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander une indication géographique sur un territoire si vous êtes une entreprise qui demandait alors qu'à côté vous avez 10 partenaires, 10 opérateurs. Vous tout seul, vous ne pouvez pas la demander. Il faut avoir une représentativité. Et puis, il faut quand même qu'il y ait une certaine harmonie dans ceux qui demandent sur le processus de fabrication, puisque l'IG, c'est un produit fini. Donc, pour Marseille, il y a effectivement des petites divergences entre différents opérateurs marseillais. C'est marseillais. Il y a d'autres territoires où ça va plus vite sur d'autres sujets. Il y a des territoires où ça va beaucoup plus vite. Actuellement, il y a la céramique de Dèvres qui est en réflexion pour obtenir une indication. Donc ça, c'est dans le Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer. Voilà, donc c'est effectivement, le collectif est déjà établi. Le cahier des charges est en écriture. Il va être déposé très prochainement en 2026. Donc, là, vous avez bon espoir. Vous êtes plutôt confiant pour ce dossier. Oui, ça va très très vite. Mais parce que le collectif, il est suffisamment représentatif et la volonté est là. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir d'autres filières aussi du patrimoine qui pourraient s'inspirer, on va dire, de cette réussite des indications géographiques protégées? Il y a un inventaire qui a été fait, plusieurs inventaires ont été faits sur effectivement la possibilité d'avoir des indications géographiques sur les territoires français. On estime qu'environ 60 à 70 indications géographiques sont potentiellement éligibles sur le territoire français. Aujourd'hui, il y en a 24. Donc on est encore loin des 60-70. On essaye, nous, d'identifier au sein de la FIGIA des territoires potentiels avec des filières qui soient économiquement, on va dire, représentatives. On va dire un ensemble de petits producteurs qui font, on va dire, des petites productions dans un atelier, voire chez eux. L'indication géographique a un certain coût. Donc elle sera peut-être économiquement insupportable pour eux. Mais par contre, il faut qu'il y ait un collectif derrière tout cela. Ah, c'est obligatoire. Dans tous les cas, vous avez un groupement de producteurs. C'est lui qui dépose l'indication géographique auprès de l'INPI. Donc, si vous n'avez pas un collectif qui est soudé et qui est établi, vous n'avez pas d'indication géographique. Et tout à l'heure, vous évoquez justement l'Union européenne, puisqu'à partir du 1er décembre 2025, ces indications géographiques artisanales pourront être enregistrées donc, à l'échelle du territoire européen. C'est quand même une avancée majeure, on peut le dire, pour la reconnaissance des savoir-faire. Qu'est-ce que ça va changer justement pour les métiers d'art français? Alors, c'est quelque chose qu'on a demandé depuis effectivement presque 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on y travaille pour l'obtenir. Ça existait pour les produits agricoles, hein, donc les AOC, AOP, ça existait pour les IGP également. Ça existe en Pologne, donc par exemple pour les AOC et les AOP. Exactement, mais ça n'existait pas, on n'avait pas de reconnaissance d'une IG non agricole, donc industrielle artisanale, au niveau européen. Maintenant, c'est chose faite. Au 1er décembre 2025, les IG françaises vont pouvoir déposer une reconnaissance auprès de l'Office européen des marques à Alicante, qui lui va instruire le dossier et leur donner une reconnaissance avec une portée européenne, voire mondiale. Comment vous vous préparez justement à cette nouvelle étape? Parce que ça n'est pas rien, c'est lourd. C'est moins lourd que d'obtenir l'indication géographique au départ, mais c'est quand même un travail effectivement administratif principalement, puisqu'il faut redéfaire des documents qui vont être déposés auprès de l'Office européen. Ça veut dire que les 24 là qui ont déjà une indication géographique en France vont systématiquement obtenir l'indication géographique européenne ou c'est pas garanti? C'est pas garanti. En fait, c'est pas parce que vous avez une reconnaissance française que l'Europe va vous reconnaître au niveau européen. Pour quelle raison? Le cahier des charges est différent? Il y a des critères, c'est-à-dire que la France peut reconnaître des IG avec des noms d'indications géographiques qui ne sont pas forcément des noms de produits. Hein, ça peut être un nom inventé, ça peut être un nom marketing comme on appelle. Donc vous allez avoir l'Office européen des marques, lui, a un critère bien précis. C'est obligatoirement un nom de produit. Donc celles qui potentiellement auront été homologuées avec un nom marketing ne passeront pas le filtre européen. Elles auront toujours la reconnaissance française, mais elles n'iront pas au-delà de la frontière. Ça veut dire qu'il faut aussi revoir son approche en quelque sorte si on veut obtenir cette indication géographique européenne. C'est même pire que ça, c'est que les homologations qui ne seront pas faites, on va dire pour les IG marketing, au 1er décembre 2026, donc dans un an, elles perdront leur indication géographique. Donc c'est-à-dire qu'entre-temps, elles vont devoir retravailler leur cahier des charges pour l'adapter au droit européen. Et finalement, on tend vers plus de qualité et plus de préservation de ces savoir-faire. Quels sont les liens que vous développez justement avec les autres pays européens qui ont aussi peut-être des indications géographiques? Est-ce que ça existe ailleurs à l'échelle nationale? Et actuellement, il y a 2 pays en Europe qui sont très très avancés. Il y a la France, hein, avec ses 24 indications géographiques, et le Portugal. Le Portugal en a à peu près une quarantaine.
Le Portugal est encore plus ancien que nous dans la mise en place du dispositif. Donc 2 pays. Par contre, on a, avec la FIGIA, on fait partie d'un consortium européen qui réunit l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, la Hongrie, on va dire pas la majorité, mais une petite majorité des pays européens. Et donc, on travaille de concert et on a travaillé notamment sur la mise en place de la loi pour que l'ensemble de ce qui va se faire en France, au Portugal ou en Italie peut-être plus tard, soit harmonisé. C'est quoi le but finalement, qu'on soit en France, en Europe? C'est vraiment de se préserver d'une concurrence internationale déloyale, de contrefaçon, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment le garde-fou qui assurera une pérennité à ces métiers d'art? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la reconnaissance européenne vous ouvre des marchés européens, mais également mondiaux. C'est-à-dire que de par les traités commerciaux qui sont passés avec différentes zones géographiques du monde, on a des échanges d'indications géographiques. Actuellement, on discute beaucoup du Mercosur, qui est on va dire, sur la partie agricole, mais il y a des indications géographiques industrielles et artisanales, notamment au Brésil. Et il y a un échange qui est fait entre l'Europe et ces pays d'Amérique du Sud. On reconnaîtra nos indications géographiques au Brésil et en contrepartie, l'Europe reconnaîtra des IG brésiliennes. Donc c'est une préservation des savoir-faire sur les territoires, un développement de l'économie, puisque indirectement le marché s'ouvre, et le produit, son nom de produit, est sécurisé sur quasiment le monde entier. Et un respect justement des identités culturelles locales pour chaque pays et chaque continent. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous pour cette présentation des indications géographiques protégées pour les métiers d'art. Donc on suivra l'actualité à partir du 1er décembre 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous donc, pour ce forum du patrimoine. Je le rappelle, depuis le Salon international du patrimoine culturel, porté donc par la revue Atrium et Atelier d'Art de France. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur cette chaîne YouTube. À très vite.